3 mars, nous voyons les images. Tout à fait, tout à fait. Et tous les pays qui ont opté pour cette application de nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité ont eu des résultats. Ils ont baissé la criminalité et ils ont augmenté leur capacité à obtenir des résultats dans les enquêtes policières. Très bien. Alors, l'opération de libération des bâtiments publics et privés, un pas important dans le sens de la réconciliation, a démarré aujourd'hui. Monsieur le ministre, ça va durer combien de temps? On va dire que ça a accéléré aujourd'hui. Il a démarré depuis longtemps. Vous savez, au départ, tous les commissariats étaient occupés. Ils ont été libérés. Il reste encore quelques sites. Et le ministre vient d'engager un processus. Aujourd'hui, c'était la CRS et la cité universitaire, je crois. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça démarre. C'est un mouvement un coup d'accélérateur aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait, que nous saluons. Et je pense que ça permettra de réhabiliter cette caserne et d'y positionner la CRS. Je crois que vous me faites une colle, c'est la CRS 3 qui est là-bas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Très bien. À l'intérieur du pays aussi, ça se passe comme ça. Vous savez, on a une crise. C'est vrai, ça fait 2 ans. Mais il fallait aller méthodiquement avec les moyens de bord et monter en puissance. Toutes ces questions sont adressées dans le sens d'arriver à une normalité. Très bien. On libère les bâtiments et pour les propriétaires, ceux qui ont tout perdu, est-ce qu'on envisage de les indemniser? Non? Je crois que c'est un dossier global qui est traité en partie par la commission dialogue Vérité et réconciliation, également par des services du gouvernement. Et c'est clairement à un moment donné cette question de savoir comment on dédommage ceux qui ont tout perdu dans cette crise se fasse. Voilà. Mais ce que je voulais ajouter sur la sécurité, un point important, c'est la sensibilisation que nous mettons aujourd'hui sur notre code d'éthique et de déontologie. Les policiers le savent, j'y tiens. C'est important. Quand on choisit ces métiers-là, c'est comme un sacerdoce. C'est apporter un secours aux populations. Je ne peux pas accepter que des Ivoiriens soient traumatisés par un braquage à domicile ou de véhicules. Et quand ils arrivent dans un commissariat, on les reçoit mal. Et nous avons commencé une enquête de terrain avec des caméras cachées qui a donné des résultats. Et vous savez que le racket continue, monsieur le ministre. Il a baissé. Là, bientôt, vous allez voir, la Banque mondiale sort une étude faite par l'INCA où, globalement, sur toutes les filières et dans toutes les catégories, le racket a baissé en moyenne de 40%. Il n'y a personne dans les rues pour racketter. C'est vrai, dans les commissariats, ça continue, mais nous allons adresser ces questions-là. Mais les barrages, voilà un problème qui dure depuis 20 ans. 20 ans. Moi, j'ai été au gouvernement, on a posé ce problème, on a dit qu'il n'y a pas de solution. Si on sort les barrages, ils vont se révolter, ils vont faire ci, etc. Parce que justement, on disait que sur les barrages, l'argent allait chez le commissaire, qui payait les directeurs, qui payait le ministre. On a mis fin à tout ça. Monsieur le directeur, monsieur le président, c'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais le peu qu'est fait, notons-le. Je veux qu'on le note. Et c'est la marque de notre engagement à aller plus loin. Parce qu'un grand pays, c'est justement un pays qui ne s'arrête pas sur ces situations, qui donne le meilleur aux populations. Et bientôt, je le disais, et je le dis, nous allons sanctionner. Quand il faut les féliciter, on le fait. Mais cette fois-ci, nous allons sanctionner des commissaires de district et d'arrondissement où nous avons noté que les populations en reçoivent un mauvais accueil. Et nous avons les preuves. Et tout cela va donner des résultats dans l'ensemble. La réconciliation, monsieur le ministre, on va s'y arrêter. Le président l'a dit, dès la fin de la crise post-électorale, c'est un chantier important. Il a même nommé un président de commission. Nous sommes en mi-parcours du mandat du chef de l'État. La réconciliation, quel regard? C'est un grand chantier. C'est un préalable pour repartir, apprendre à nous aimer comme avant. Toutes les religions l'enseignent, aimez-vous les uns les autres, comme nous sommes des frères. Et donc moi j'y crois. C'est une priorité, c'est une urgence, mais en même temps c'est un processus. Vous n'allez pas pouvoir sauter certaines étapes. Et puis, bon, pour se réconcilier, il faut se parler. Pour se parler, il faut être deux. Il y en a qui ont la volonté, mais il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui sont encore revanchards. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le début de réconciliation. Le président dit justice d'abord. Les opposants disent amnistie d'abord. On est dans un bras de fer. Non, ce n'est pas un bras de fer. Comment faire bouger? Du tout. Ce n'est pas un bras de fer. Faire bouger les lignes? Non, c'est simple. La justice, c'est important. Vous savez ce qu'on a vécu? Très grave. Ce pays a failli partir en lambeaux.
tout le monde avec. On aurait pu avoir une crise interminable. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer en perte de profit au nom de la réconciliation. Ce n'est même pas bon pour l'éducation des masses. Moi, vous savez pourquoi ça a perdu encore ces choses? Il y a des gens qui considèrent qu'on peut faire tout ça, qu'on peut tuer, et puis ça ne fait rien. Parce qu'on leur a appris ça. C'est rien du tout. Il faut montrer à tout le monde que ce n'est pas possible. Même moi, le ministre, je dois réaliser que je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que je peux avoir à rendre compte. C'est comme ça qu'on éduque la société sur des valeurs nouvelles, qui sont des valeurs qui portent des grands pays. Si on veut être un grand pays, il faut qu'on soit un pays de grande valeur. Et donc, cette réconciliation, elle se fera. Et je pense que des contacts sont établis. Le Premier ministre n'arrête pas de parler avec les uns et les autres. Il y a des désaccords, mais nous discutons. Il y a également un élément qu'il ne faut pas noter. Je pense que la croissance et une meilleure répartition des richesses va consolider, plus qu'on ne croit, la réconciliation. Quand beaucoup de gens vont réaliser qu'au-delà des questions ethniques, au-delà des partis politiques, que le pays se porte mieux, qu'eux-mêmes en profitent, leurs familles, leurs enfants, vous allez voir que progressivement, et moi j'ai noté quelques cas de gens qui commencent à se dire, mais ça avance. Il y a des exilés qui rentrent. Le colonel, j'aime bien citer son cas, il y a plein de militaires qui rentrent, on ne fait pas de publicité pour ne pas les gêner eux-mêmes, mais c'est un esprit de réconciliation. Les gens se sont battus. Des opposants, des militaires rentrent. Le problème, c'est que l'opposition pose des préalables difficilement, qu'on peut satisfaire difficilement, et le temps passe, il reste 2 ans et demi. Vous avez bon espoir quand on vous écoute que les choses vont bouger. Ce pays a un fort potentiel parce que les Ivoiriens sont des gens optimistes, et puis ce pays est riche de sa diversité. Tout cela combiné avec l'esprit du travail, avec le travail et le mérite, va donner une vraie opportunité de changer le destin de tout le monde. À un moment donné, les gens vont réaliser, si je ne m'implique pas, le pays va partir pour me laisser. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais les leaders politiques qui ne viennent pas à la réconciliation au nom de quelques préalables que ce soit, mais ce n'est pas juste. C'est une fuite en avant. Parce que leurs militants, qu'est-ce qu'ils en font? Ils prennent en otage un leader, ils prennent en otage le président Gbagbo, entre guillemets, l'ex-président Gbagbo, mais qui a eu un agenda, qu'il gère. Mais au-delà de ça, au-delà d'une personne, un pays, il vit, ses militants, on fait quoi pour eux? Ils sont perdus. Il faut les encadrer. Il faut les faire participer à la vie. Et nous constatons que ces militants ont commencé à se démarquer de cette direction qui n'assument pas. Mais il y a des gens du FPI qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'appellent, on voyage tel jour, il y en a même qui passent à son rang d'honneur, etc. Donc je veux dire, on n'est pas dans un esprit de réduire l'opposition, mais il faut faire la part des choses. Si vous nous demandez comme préalable de libérer tel ou tel, bon écoutez, ça veut dire que fondamentalement, on va avoir un problème pour progresser. Très bien. Alors, vous parlez de travail, d'économie, le pays qui est en train de repartir. En tout cas, s'il y a un domaine dans lequel la communauté internationale décerne insatisfaction au gouvernement, c'est le domaine économique. Des grands chantiers sont ouverts aujourd'hui. Pour vous, c'est le pays émergent qui est donc en train de prendre son envol aujourd'hui. Oui, le pays progresse. Je pense que faut être de mauvaise foi pour dire que ce pays-là ne bouge pas. Ce pays a une croissance. Ce pays, tous les grands experts du monde de l'économie le disent. Et ce pays même est en train de devenir, la Côte d'Ivoire, un modèle, un cas d'école d'un pays qui, à peine 2 ans après une crise, est en train, sur ses ressources intérieures, se projeter dans un avenir radieux. C'est important. Et beaucoup de pays, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en place, la Côte d'Ivoire en pole position, la Côte d'Ivoire, on parle d'elle, tout le monde vient ici. Comme je disais, nos avions sont pleins. Chaque semaine, il y a un colloque. Hier, c'était les palmiers à l'huile. Avant, c'était les gens du café cacao. Ils viennent. C'est des gens qui ont des indicateurs. La BAD revient. Les Américains qui avaient décidé que leurs diplomates ne puissent pas venir vivre en Côte d'Ivoire avec leur famille ont décidé maintenant que leur famille puisse venir. Les Italiens viennent de nous sortir de ce qu'ils appellent la bande list, les pays un peu qui...
etc. L'Union européenne note, les pays, l'ONUCI a ses propres indicateurs de sécurité. La France, par exemple, son consulat enregistre indépendamment toutes les agressions de leurs compatriotes. Eux-mêmes nous disent ça va mieux. Donc, je pense que le pays va mieux, le pays est en chantier, c'est vrai. Mais ça contraste, cette embellie contraste avec le quotidien des Ivoiriens qui grognent. Les Ivoiriens disent l'argent ne circule pas. Le président dit l'argent travaille. Comment vous expliquez ce grand écart? Deux choses pour expliquer ça. C'est vrai qu'entre tout ce qui se fait et le ressenti, il y a un gap. Pourquoi? Mais parce que pendant 10 ans, on était en décroissance. C'est-à-dire pendant 10 ans... Moi, le gouvernement entend cette grogne? Mais on entend. Mais on entend comme la sage-femme qui entend les cris de la femme qui veut enfanter. Vous ne pouvez pas transformer la vie sans souffrance. Vous ne pouvez pas guérir de maladies sans souffrance. Quand vous prenez des médicaments, quand vous avez une injection, quand vous faites des traitements, ça coûte. Et nous sommes à cette phase-là. Nous avons eu de 2000 à 2010, 0,25% de croissance. En même temps, on avait une démographie de plus de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais être plus simple parce que je ne suis pas économiste. Vous êtes une famille, monsieur et madame, avec votre enfant. Vous avez un sac de riz pour vivre. Un an après, vous n'améliorez pas votre richesse, c'est-à-dire votre PIB. Il ne croît pas. Il stagne. Et votre démographie augmente. C'est-à-dire que votre enfant, vous avez un enfant supplémentaire ou un cousin qui vient. Vous êtes 3 ans après, 5 pour le même sac de riz. 10 ans après, vous êtes 10 pour le même sac de riz. Donc, vous sentez la souffrance. Vous sentez cette pauvreté. Quand vous inversez la tendance, qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous faites la croissance à 10 points, même à 10%, qu'est-ce que ça a dans le concret? Dans le concret, ça représente 1/10 du sac de riz. Donc, quand vous avez le sac de riz, plus le 10e du sac de riz en plus, certes, c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait le confort qu'il y avait à 10 ans. C'est pour ça qu'on parle de croissance soutenue et durable. Tous les pays qui ont changé la vie de leur population l'ont fait sur une croissance durable. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut la stabilité, la sécurité. Il faut que l'engagement, la bonne gouvernance, tout le travail se fasse sur une période assez longue. Des pays comme la Chine ont connu 10 ans de croissance portée par l'investissement pour basculer par un moteur comment on peut dire, de consommation pour devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, on ne va pas échapper à ces grandes règles économiques qui sont des règles réelles. On ne quitte pas... je veux dire, quand on dit émerger, l'émergence c'est quoi? C'est émerger, sortir la quête de l'eau. Et ça, on le voit en 2020. Non, c'est important parce qu'on ne l'explique pas assez aux Ivoiriens. Et donc, on veut manipuler les Ivoiriens, mais l'argent ne circule pas. Ça veut dire quoi, l'argent ne circule pas? Le président a dit l'argent travaille. Pourquoi il dit que l'argent travaille? Parce que d'abord, au rendez-vous de l'argent, il faut du travail. L'argent rencontre le travail. Deuxièmement, il aurait pu être un président démagogue. On prend nos richesses, on va dans des villages, on reçoit des populations, on fait des dons, des cadeaux. Les jeunes filles sont dans les salons de coiffure, etc. Tout le monde est content. Et puis, on hypothèque l'avenir de nos enfants. Il dit non. Il investit dans ce qui va porter durablement l'économie, dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'agriculture. Il investit. Dans l'éducation. Quand vous investissez vous-même dans l'éducation de votre enfant, mais ce n'est pas tout de suite. C'est quand il aura son diplôme qui va rapporter quelque chose. Donc, c'est une gouvernance, c'est un choix. Et les Ivoiriens... Non, ce que je veux dire, autre chose sur ça, c'est que quand on dit l'argent ne circule pas, de quoi on parle également? La masse salariale, elle a toujours payé. En 2009, c'était, je ne sais pas, à peu près 800 milliards. En 2011, on est passé, 2012, on est passé à 900. Là, on va avoir 1300. Donc, cet argent-là, il est remis à chacun. Ensuite, grâce à la politique du président, les producteurs de la filière café-cacao ont perçu l'année dernière 475 milliards. C'est de l'argent. Mais le vrai problème, c'est l'argent facile. C'est ça. Les gens qui voulaient des commissions sur des choses, qui voulaient juste de l'argent, mais quand il n'y a pas en face d'une distribution d'argent, une production de richesse, vous créez un déficit. Et la somme de ce déficit, ça crée des crises.
Donc le président surveille ça. On a Donc, compris. Je veux dire, l'argent travaille en Côte d'Ivoire, l'argent circule, l'argent circule mieux aujourd'hui qu'il n'a jamais circulé et le pays se porte mieux qu'il ne s'est jamais porté. La preuve, nous sommes à 9,8% de croissance. Même les périodes glorieuses, les périodes du miracle ivoirien, on était entre 5,5 et 8% de croissance. On a compris votre explication, monsieur le ministre. Pour faire concret, il y a des Ivoiriens qui ont un seul repas par jour. Vous appelez ça la mort subite. Ce que vous expliquez là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est vrai, c'est dur, serrer encore la ceinture, pour combien de temps? Non, ce que je peux leur dire, c'est le président a une vision. C'est changer le système d'accaparement des richesses. On est un pays où les gens doivent changer de mentalité. Les gens doivent arrêter de penser que ce n'est pas la corruption, c'est pas, comme on dit, les faits nous fait qu'on avance. Il faut que les gens soient au rendez-vous de cet investissement pour que la croissance soit inclusive. C'est-à-dire quand des grands groupes viennent, ils veulent s'allier avec les Ivoiriens. Mais qu'est-ce que beaucoup d'Ivoiriens veulent? Ils veulent juste, oui, ils prennent la main de l'investisseur, ils vont chez les ministres, ils vont chez la commission. Mais non, il faut produire. Mais pour produire, l'investisseur, il se lie à un entrepreneur qui a un bilan, qui a une comptabilité qui est saine, qui est sérieux dans sa gestion. Mais il est temps qu'une catégorie de leaders, de capitaines de l'industrie ivoirienne se porte. La preuve, depuis des années, il y a des gens qui ont eu des concessions. 2, 3 ans après, ils tombent. Donc, c'est tout un changement de mentalité. Donc, le président, moi, je peux vous le dire, je connais des gens qui étaient de notre sérail politique. Le président arrivant au pouvoir, sont venus me voir, on n'a pas d'avantage, on n'a pas de privilèges pour voir le président. Il a dit, il faut qu'il travaille. C'est tout ce qu'ils peuvent avoir durablement. Même si on leur donne des faveurs, des facilités, vous parlez de lutte ça va pas prospérer. Contre la corruption. On le sait, le président a décidé d'en faire un de ses chevaux de bataille. Que pensez-vous du coup de gueule du ministre du Commerce, Jean-Louis Billot? Ah là, vous me posez une belle colle. Vous me posez une belle colle. Son coup de gueule. On sait que ça fait du bruit. Bon, écoutez, on dit que l'émission c'est parler franchement, et puis moi, j'aime pas avoir la langue de bois. Mais c'est une question difficile quand même. Oui, j'attends que vous nous répondiez franchement. Ben, écoutez, premier principe. Sur cette affaire, la position du gouvernement a été exprimée par le Premier ministre. Je suis solidaire de cette position. Et le Premier ministre, je voulais profiter au passage pour rendre hommage à ce monsieur. Je ne connaissais pas, mais j'ai découvert un homme, un bourreau de travail qui ne dort pas, qui est passionné par son travail, qui accompagne le président, qui est le premier au bureau le matin, qui est le dernier à partir. Et donc, il a donné la position du gouvernement. Et dans tous les pays organisés, tous les pays avec des gens civilisés, au gouvernement, on discute, on débat. Quand on prend une position, c'est une position d'équipe. On est solidaire, cette position. Et sur le dossier en question... Est-ce que sur le fond, ça a été discuté bien sûr. Bien sûr. Sur le dossier en question, sur même le premier terminal, le gouvernement a renégocié les conditions du premier contrat. C'est-à-dire, le gouvernement a demandé à Bolloré de payer 20 milliards de droits d'entrée qu'il aurait dû payer. Il y a 10 ans qu'il n'a pas payé. Et il a payé. Cet argent est rentré dans les caisses du Trésor et est allé sur le terrain en investissement. On a demandé de réduire de 20% toutes ces prestations. Il a fait. Sur le deuxième terminal, je ne suis pas membre de la commission. Je crois savoir que dans la conjugaison de l'appréciation de l'offre technique et de l'offre financière, ils étaient à 80 milliards. Quand le suivant était à 52 milliards, ça fait 25 milliards cash en plus pour le pays. Et puis troisièmement, je le dis quand même, je pense que mon collègue et ami est mal placé. Il est mal placé parce que d'abord, il est membre du gouvernement, il est ministre du Commerce, sa famille est impliquée dans l'appel d'offres à travers Movis, parce que tout le monde sait que le groupe, c'est le groupe Sivom, mais ils ont inversé le nom. Quand vous inversez Sivom, ça s'appelle Movis, c'est son frère qui est le DG. Je trouve que, de ce point de vue, ça me gêne. Ça me gêne, et d'autant plus qu'il a la responsabilité de nous aider à régler ces questions de cherté de vie. Parce que le groupe familial de M. Bion a des positions dominantes dans bien des secteurs, dans bien des filières de l'économie. Vous prenez le sucre, vous prenez l'huile, mais qu'il fasse quelque chose. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme quelqu'un, ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Non, je ne dirais pas ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas être ministre
du gouvernement et opposant au gouvernement. Vous ne pouvez pas être membre de l'équipe et jouer contre l'équipe. Ça ne fait pas bien. Ensuite, vous ne pouvez pas, dans son cas, hein, et ce qui porte beaucoup de contradictions, être candidat militant du PDCI, candidat du RDR au régional, après, il dit qu'il revient au PDCI. Je pense que, c'est un conseil, hein, il devrait lui-même tirer les conséquences de toutes ces contradictions. Ça donnerait plus de lisibilité à ce qu'il veut faire, à son action, à son agenda. Ça simplifierait les choses, ça donnerait plus de cohérence. Il lui appartient. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le piège? On voit bien sur les forums. Si c'est le gouvernement, je ne sais pas, moi je ne sais pas moi qui décide ces choses-là. Moi je parle franchement. Parce que vous m'avez posé la question franchement, et lui-même nous a montré que la liberté de parole, c'est pas mal. Si on le démissionne, on va dire, ah, comme il s'est plaint, on l'a démissionné. Et s'il ne réussit pas à baisser les prix, il va dire, non, c'est parce qu'il y avait le port. Je trouve que nous met dans une situation embarrassante. Moi, je l'invite à revenir dans l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe autour du Premier ministre. Nous pouvons gérer ces contradictions et faire avancer le pays. Très bien. Alors, parlons maintenant des dernières élections qui se sont tenues en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, on a eu des élections couplées. Monsieur le ministre, quel bilan tirez-vous donc de cette première expérience? Mais c'est d'abord ça encore, c'est la vision du président, parce que nous tous on lui disait, président, on n'est pas prêt, la CEI, on n'était pas prêt. Il dit, il faut y aller, il faut économiser l'argent des Ivoiriens. Ça ne sert à rien de faire les élections, on dépense l'argent législatif après. Donc c'est très bien passé. Il y a eu quelques difficultés qui ont été rattrapées. Je veux féliciter la CEI pour son travail, son président. Je veux féliciter tout le corps préfectoral qui s'est battu pour accompagner et encadrer les populations. Je suis assez satisfait. Et je pense que nous devons aller plus loin. Les prochaines élections en Côte d'Ivoire, présidentielles, avec tous les outils électroniques, on doit pouvoir, à 20h, 21h, 22h, donner les chiffres et dire voilà le président de la Côte d'Ivoire. Alors, au cours de ces dernières consultations, on a constaté vraiment une division. Je crois que le mot même n'est pas trop fort au niveau du RHDP, ce qui fait dire à certains que l'avenir de cette alliance est menacé. Non, je pense qu'il y a eu des contradictions, mais l'avenir n'est pas menacé. Et moi, je suis un fervent militant du RHDP. Vous savez, le RHDP est le premier facteur de stabilité du pays. Et c'est également le premier facteur de sécurité. Quand le RHDP se bloque, tout va. Et un pays comme le nôtre, après une crise qu'on a connue, il faut que politiquement, il y ait un minimum de consensus d'une large base pour porter le programme économique, pour porter la croissance durable dont j'ai parlé. Parce que si vous faites une croissance 10%, 2 ans, et qu'après vous avez encore des crises, vous n'arrivez pas à capitaliser les gains de cette croissance-là. Donc c'est essentiel. Moi je milite pour que le RHDP se consolide. On a fait beaucoup de choses ensemble et c'est même un retour à l'esprit. Regardez, nous sommes le RHDP, une famille fouettiste. Regardez ce qui s'est passé en France avec le gaulliste, qui ont fait un peu un parallèle. Quand les gaullistes se sont divisés, ils ont perdu le pouvoir 14 ans. Il y a eu la gauche. Quand ils se sont remis ensemble, qu'ils ont fait une union de la majorité, ils ont pris les centristes, l'UMP, l'UDF, les centristes, ils ont repris le pouvoir. Donc c'est important, c'est important, je vous remercie, c'est important que le RHDP se consolide. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, le président Ouattara a déjà annoncé sa candidature pour 2015. Vous suivez le débat qui anime le PDCI avant son congrès. Pour vous, le président Ouattara devrait être le candidat unique du RHDP ou bien vous pensez que chacun peut aller sous sa propre bannière et puis au second tour comme vous l'avez fait en 2010? Je pense que sur ça, il y a une question de cohérence de notre programme commun. Parce qu'aujourd'hui, on gouverne ensemble. J'ai du mal. Moi, je ne veux pas décider pour les partis. Mais je trouve que c'est plus simple, c'est plus fort pour le pays si on garde cette cohésion. Mais j'imagine, comment vous voyez, en 2014, le président, c'est normal, il sait très bien que l'émergence, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est pas ensuite qu'on lui a bouffé 1 an de mandat, on n'en parle pas assez. Et si il doit avoir un autre candidat, d'autres partis de l'Alliance, vous savez que les ministres de l'Alliance sont dans le gouvernement, et en même temps ils font campagne contre leur président, cette cacophonie, je pense qu'on prendra encore des risques sur notre avenir. Aujourd'hui, on vient de loin.
Comme dit le président Bédié, cette alliance nous a permis de nous débarrasser d'un tyran. Consolidons cela pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ne regardons plus nos personnes, nos partis, ayons un consensus sur ce qu'on veut faire de notre pays. Et aujourd'hui, notre pays est là, notre pays est en position. Très bien. On me fait signe, monsieur le ministre, qu'il ne nous restera pas assez de temps pour conclure cette émission. Alors, je vais vous poser quelques questions personnelles, 2 ou 3. Vous faites partie du premier cercle du président de la République. Vous l'avez rallié très tôt, en 1990. Qu'est-ce qui vous a attiré en lui? Un homme d'État, sérieux, juste. À chaque fois qu'il devait prendre une décision, j'observais. Des fois, je n'étais pas d'accord. Mais je regarde bien les paramètres qu'il met en place. Même quand c'est difficile, il prend un peu plus de temps. Mais quand il décide juste. Et c'est important pour un pays. C'est un leadership qui est au-dessus des considérations partisanes. Et moi, je vois des gens très proches de lui, souvent, qui en souffrent, qui m'appellent, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Et ça, je me dis, au-delà de sa personne, c'est une chance pour nous et pour nos enfants. Que quelqu'un qui, aujourd'hui, son hobby, c'est travailler, sa passion, c'est la Côte d'Ivoire. Dans bien des pays, bien quand les chefs ont de bonnes volontés, ils sont plombés par plein d'affaires, l'envie de l'argent, entre guillemets, les affaires de, je ne sais pas comment on dit, je ne vais pas dire l'autre, mais voilà un président qui est sain, qui veut qu'on respecte la Côte d'Ivoire, qui veut qu'on respecte les Africains dans ce qu'ils sont capables de produire comme résultat. Et moi, je trouve que ça, c'est magnifique. Après 20 ans de combat politique, il est parvenu à conquérir le pouvoir d'État. Aujourd'hui, vous le voyez exercer ce pouvoir-là. Comment vous le trouvez? Il a changé ou demeure le même? Non, il a changé. Il a vraiment beaucoup changé. Vous allez me faire taper dessus, hein, vous. Il a beaucoup changé. Ce n'est plus le président du parti politique. Je ne vois plus ça. Ce n'est plus l'ancien Premier ministre, c'est le président de la République. Et vraiment, je vous assure, moi, je suis très proche, mais quand je suis avec lui, je sens que c'est une institution. C'est pour ça qu'Obama disait, il ne faut pas que les hommes forts, il faut que les institutions fortes. C'est une institution. Et quand on est en tête à tête, on aurait pu... c'est une institution. Et j'ai vu ce changement. J'ai vu aujourd'hui comment il a envie de changer les choses. Voilà un président qui se lève à 5h, 5h30, qui fait sa revue de presse, qui envoie des mails à ses ministres pour les interpeller sur telle question qu'il a entendue sur une radio ou dans un journal. À 9h au plus tard, il est au bureau. Moi, j'étais dans un gouvernement où on commençait les conseils à 14h, des fois à 15h. Ensuite, il fait des rendez-vous où il règle des problèmes. Il est parti du bureau pas avant 20h. Et moi-même, des fois, je me plains, je dis, président, on a besoin de vous, votre santé. Donc, je veux dire, ça m'a enseigné, ça m'a donné l'idée de ce que on n'a pas le droit de ne pas être à la hauteur de tout ce qu'il donne, de tout ce qu'il sacrifie pour le pays. Et vous-même, jeune ministre d'État, portefeuille extrêmement important, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, vous-même, vous avez changé aussi? Ah, forcément. Beaucoup changé, tous mes amis vous le diront. Et j'ai changé surtout parce que le président m'a fait confiance. Une confiance importante, pas à moi, mais à un jeune. Un jeune qui n'est pas diplômé, un jeune, tout le monde se disait, va se casser la tête. Mais je me dis, si je ne réussis pas, je bouche la perspective pour tous les jeunes qui, comme moi, à Djamé, à commencé à Cocody, ont envie d'avoir un avenir. Et quand je me bats sérieusement pour avoir des résultats, c'est pour porter aussi l'espérance de ces jeunes-là. Et aussi, je veux dire, c'était un grand privilège que dans votre vie, vous ayez à participer à un travail aussi exaltant que de changer. Vous dites, vous avez changé, vous avez même dit, tous mes amis vous le diront, il y a une image qui a été largement commentée au concert de Kofi Olomide au Palais de la Culture, et vous a invité à le rejoindre sur la piste comme avant, et vous n'êtes pas parti. Non, ça n'a rien à voir. Non, de toute façon, moi, je suis, de ce point de vue, je n'ai pas de complexe. Je trouve qu'on peut bien faire son travail et puis vivre ses passions, sa vie. Moi, c'est un secret pour personne. J'adore la musique, mieux, j'aime danser. Donc, quand je fais une bonne semaine de travail, quand j'ai le sentiment que j'ai apporté quelque chose aux Ivoiriens qui sont bien, je me retrouve avec quelques amis, on écoute la musique et puis bon, voilà, on décompresse. Voilà. Donc, ce n'est pas de ce point de vue que je vois le changement. Et c'est même un leurre
de croire que le changement, c'est dans ce type de comportement. Non, c'est en profondeur. J'ai changé parce que, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas te donner des... avant, il y avait des signes extérieurs qui pouvaient m'attirer, qui pouvaient m'impressionner. Aujourd'hui, plus. Je suis porté par ce nouveau combat qui est de changer. Et j'y crois. J'ai la foi. Je sais que dans quelques années, on va parler de la Côte d'Ivoire comme un modèle. Et les Ivoiriens seront fiers qu'après nos pères fondateurs, une autre génération a su porter l'émergence dans ce pays. L'émergence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un Ivoirien, aujourd'hui, qui a à peu près 1200 dollars de paie par habitant, arrive à l'équivalent d'avoir 1 million de francs CFA. Je fais en CFA. Quand chacun, à la moyenne du PIB, on a accru notre richesse pour qu'au prorata de la population, chacun a à peu près 2000 dollars, c'est-à-dire 1 million, on peut dire on est sorti la tête de l'eau et après tout devient possible. Beaucoup de personnes disent de vous, vous êtes un homme généreux, vous aimez aider les gens. D'où cela vient, monsieur le ministre? Ma mère et ma famille, et puis honnêtement, au fond de moi-même, je ne sais pas comment vous le dire, c'est le plus grand bonheur, le plus grand plaisir que je ressens dans ma vie quand je peux soulager les autres. Des fois, il y en a qui se disent même peut-être ce gars-là, il ne comprend pas, il ne connaît pas l'argent. Non, non, non. Je trouve que dans la vie, il faut avoir des valeurs. Moi, je trouve que le partage, la générosité, au-delà de donner simplement comme ça, aider l'autre, c'est des valeurs, c'est des grandes valeurs. Et moi, j'ai vraiment, aujourd'hui, Dieu merci, dans jeune, on a fait un peu la fête, ça ne m'impressionne plus. Je dis, si je travaille aujourd'hui, c'est pour ma famille, mais au-delà, c'est pour apporter aux autres. Et je trouve que, bon, mais ça vous remplit d'un sentiment qui fait que vous êtes un peu content. Et moi, ça me fait du bien de partager, de donner. Très bien. Alors, monsieur le ministre, le président de la République, une dernière question, entame une visite d'État dans le district des Savanes dans quelques jours. À quoi les populations qui nous regardent certainement peuvent s'attendre au cours de cette visite? Ben, écoutez, un grand rendez-vous, c'est le contact direct avec les populations, c'est toucher les réalités. Quand des gens d'Abidjan vous disent que l'argent ne circule pas, qu'ils aillent demander aux gens de repos, s'ils ne savent pas ce que l'argent apporte dans une visite d'État. Parce que pour la première fois, ils voient de l'eau. C'est l'occasion de toucher de près les préoccupations des populations. Parce que je pense que dans ce pays, trop longtemps, on a abandonné les populations qui sont dans les zones rurales. On a une sorte de développement séparé. On a Abidjan, les grandes villes, et puis, mais il y a un écart qui est terrible entre la vie que nous on a, et d'ailleurs beaucoup s'en plaignent, et la vie que d'autres Ivoiriens qui ont les mêmes droits que nous ont dans nos villages. Et je crois qu'à la faveur de ces visites d'État, le président essaie d'adresser des problématiques urgentes et majeures de vie. Vous savez, maintenant, la croissance, on ne parle plus que de croissance, ça ne suffit pas. Les gens parlent de l'IDH, l'indice de développement humain. Est-ce qu'il y a une meilleure qualité de vie? Est-ce que la longévité est forte dans votre pays? Est-ce que le pays est assaini? Pour la première fois, l'État a investi dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Il y a des grues pour ramasser les ordures pour que nos villes soient propres. Voilà des choses. Et je pense que le président adore ces rendez-vous. Ça va être encore un grand moment d'échange, un grand moment de contact qui va permettre de régler beaucoup de problèmes dans cette région que j'aime beaucoup. Et j'ai plaisir à retrouver un aîné avec qui on a passé de grands moments à rêver à ces jours-là. Je voulais le saluer, je sais qu'il est à Korogo, je ne sais pas s'il m'écoute, le ministre d'État Amadougon. Et je pense que lui aussi, il attend cette visite avec beaucoup d'émotion. Alors, monsieur le ministre, je vous accorde 2 minutes pour votre conclusion. Merci. Ce que je veux dire pour conclure, nous avons un pays qui est riche de sa diversité. C'est vrai, c'est un grand carrefour de rencontres, d'échanges. Les peuples se sont mêlés en Côte d'Ivoire. Nous avons un pays qui est riche de son optimisme. Les Ivoiriens sont optimistes. Les Ivoiriens ont un génie créateur. Les Ivoiriens sont innovants. Ces deux richesses-là, conjuguées avec des valeurs de travail et de mérite, peuvent donner une opportunité forte de croissance pour chacun. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Nous avons aujourd'hui un pays qui est en place. Nous avons un peuple qui est un grand peuple. Nous avons un pays qui est un grand pays, qui a un grand potentiel. Nous avons un chef qui a un leadership éclairé, honnête, sérieux. Tout est réuni pour transformer notre pays. Il y a une fenêtre d'opportunité pour chacun. Que chacun se batte, que chacun travaille. Personne n'aura de l'argent
s'il est assis dans un salon de coiffure, s'il est assis dans un bar à attendre. Il faut travailler. Personne ne réussit durablement sans travailler. Et c'est cette Côte d'Ivoire de valeurs nouvelles que le président porte. Et moi, je suis très fier de l'accompagner dans ce combat-là. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu. Je suis désolé de cette passion qui m'anime quand je suis en face de vous et sur votre plateau. En tout cas, j'ai été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je voudrais saluer la présence de 3 membres du gouvernement, les ministres Afoussiata Bamba, Paul Kofi Kofi et Ali Koulibaly. Merci, monsieur le ministre. Je vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, dans un mois pour un autre numéro de Parlons franchement. Merci et bonsoir.